Bien, merci de l'invitation à venir vous parler. Alors, je vais vous parler d'un point de vue qui vient du côté des matériaux. Je ne vous parlerai pas d'énergie nucléaire, pour une fois. Je vais essayer de parler de grandes quantités de matériaux. C'est-à-dire que je vais essayer de vous expliquer, et ça va être le plan de mon exposé, pourquoi le problème est compliqué, complexe, parce qu'on a à agir vite sur des systèmes industriels à forte inertie et sur des très grands volumes. Ensuite, j'essaierai de vous parler comme exemple l'exemple des matériaux du bâtiment et se poser la question de comment réduire l'empreinte CO2. Et je vais prendre trois exemples. Un exemple qui est l'exemple des aciers, un exemple qui est l'exemple du plâtre, et un exemple qui est l'exemple du verre, qui sont trois matériaux que Saint-Gobain pratique abondamment. Puis j'arriverai à quelques conclusions. Alors, mais non, ça marche pas. Hein. Si. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, pourquoi le problème est complexe? Alors, j'ai commencé par un camembert. Je n'aime pas trop les camemberts. Je pense qu'il faudrait faire un moratoire sur les camemberts. Mais grosso modo, si vous avez un camembert comme ça, bah, vous vous dites que si je me pose la question des émissions de CO2 d'origine anthropique, je vais avoir un gros, c'est comme les tiers de Marcel Pagnol, ça va avoir un gros tiers qui est lié au bâtiment, un petit tiers qui est lié au transport et un moyen tiers qui est lié à l'industrie. Puis en fait, suivant qu'on va d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, ces différents tiers vont avoir des tailles différentes. Et comme dirait l'autre, ça dépend de la grandeur des tiers. Mais ça veut dire que ça justifie pleinement le fait que je vous parle du bâtiment. Il y a quand même un gros tiers qui est lié à ça. Alors, une chose qui est intéressante dans ce camembert, c'est qu'en gros, quand vous regardez le bâtiment, vous pouvez vous poser la question de la contribution du bâtiment en tant qu'utilisateur de matériaux qui nécessitent d'émettre du CO2 pour le produire, et vous pouvez vous poser la question du bâtiment en tant qu'utilisateur d'énergie dans son fonctionnement, et c'est pas les mêmes questions, mais vous voyez que si vous faites des bâtiments qui sont efficaces d'une certaine manière, vous allez éviter, et que vous le chauffez intelligemment, vous allez éviter d'émettre trop de CO2 pour le fonctionnement du bâtiment. Moi, ce dont je vais vous parler, et c'est exactement la raison pour laquelle je ne parlerai pas trop d'économie d'énergie dans le fonctionnement du bâtiment, c'est que ça, grosso modo, on ne sait pas qui gagne. C'est-à-dire quand vous fabriquez un double vitrage qui est plus efficace, eh bien, ça vous coûte nécessairement plus d'énergie pour le faire. Vous mettez plus de CO2 pour faire ça que pour faire un double vitrage. Vous n'avez pas toutes les couches magnétrons qui vous permettent de gérer les flux thermiques. Et ça, c'est pas le producteur de double vitrage qui le gagne, c'est l'utilisateur du double vitrage. Donc, vous êtes dans une situation où, si vous prenez une entreprise comme Saint-Gobain, elle est tranquille du côté de son bilan CO2. Si elle prend dans son bilan CO2 tout ce qu'elle fait économiser en termes de CO2 à ses clients. À part que c'est pas comme ça qu'on le compte. Alors, donc ce que je vais essayer de regarder avec vous, c'est des matériaux un peu massifs. Alors, là, j'en ai mis toute une série. Ça doit être c'est un demi-camembert. Vous voyez, je commence mon moratoire. C'est un camembert, c'est un donut canadien, on va dire ça comme ça. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de matériaux qui ont une importance assez considérable en termes d'émissions de CO2. Vous avez quand vous fabriquez du ciment, quand vous fabriquez en conséquence aussi du béton, quand vous fabriquez du plâtre, quand vous fabriquez de l'acier, eh bien vous allez avoir des fractions non négligeables des émissions de CO2 d'un pays. Alors, juste quelques chiffres pour que vous voyez l'étendue du désastre. Ça, c'est la production annuelle en tonnes par an. Bah, vous voyez que ça se chiffre, si vous prenez le béton, ça se chiffre quand même en dizaines de milliards de tonnes. Donc, vous imaginez bien que si vous voulez changer la production, les modes de production de ces choses-là qui sont de l'ordre de dizaines de milliards de tonnes pour essayer d'émettre moins de CO2 dans la production, ben, ça ne va pas se faire tout seul. Alors, je vais arriver à cette difficulté fondamentale du problème quand on considère des matériaux de fort tonnage, de grande diffusion, c'est qu'on a d'une part un système climatique qui a forte inertie, c'est-à-dire les mesures qu'on pourra prendre aujourd'hui n'auront d'effet bénéfique éventuellement qu'à relativement long terme, et les contraintes engendrées, elles sont présentes dès le court terme. Et là, on a un problème de difficulté de décision politique, ce qui fait qu'on passe son temps à dire je vais faire ça, qu'on ne fait pas. Le deuxième point, c'est que la trajectoire actuelle, c'est le point de vue que défend Jack, présente des risques d'emballement, c'est-à-dire qu'après avoir très longtemps procrastiné et avoir accumulé les coupes diverses et variées, on se trouve dans une situation où il devient urgent d'agir. Mais le problème, urgent d'agir pour quelqu'un qui est dans le domaine industriel, c'est qu'il faut avoir une disponibilité des technologies qui permettent d'agir tout de suite. Et le troisième point, c'est que le système industriel dont je vais vous parler, c'est un système à forte inertie. Les investissements sont lourds, les durées de vie sont longues, et à la différence du politique qui peut dire à peu près n'importe quoi et dire le contraire peu de temps après et dire finalement, vous avez vu, j'ai changé d'avis, un industriel qui fait le mauvais choix technologique tout de suite
pour fabriquer un four verrier, par exemple, ben, ça veut dire qu'il est coincé pour 30, 40, 50 ans, et donc il n'a juste pas le droit de se tromper. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où il faut maximiser l'effet du changement de l'outil industriel et minimiser le risque. Et ça pose aussi la question du problème du financement des investissements. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Alain, donc je vais plomber un peu l'ambiance. Je ne vais pas vous parler des ruptures technologiques, je vais vous parler de tous les ennuis qu'on va pouvoir rencontrer pour essayer de faire les choses sérieusement. Alors, l'auteur que j'aime bien, c'est Alain, disait quelque part, il y a des gloutons d'idées, dont la caractéristique est qu'aussitôt qu'on leur fait briller quelques opinions d'apparence raisonnable, ils se précipitent la bouche ouverte et avalent l'appât, l'hameçon et la ligne, en invoquant ensuite le droit à l'erreur commise de bonne foi. Toute similarité avec des événements récents est pourtant fortuite. On a deux questions qu'on peut se poser. On a la première question qui est de se dire que peut-on faire aujourd'hui avec les technologies existantes et les structures industrielles en place. La deuxième question, c'est quelles sont les pistes en rupture à envisager à plus long terme. Et il y a deux erreurs graves à ne pas faire. La première, c'est de survendre les pistes en rupture en imaginant qu'elles sont applicables tout de suite. Et la deuxième, c'est de se dire, de toute façon, c'est un aveu d'impuissance, je ne peux utiliser que les technologies existantes et en conséquence de quoi, c'est pas la peine que je m'occupe des solutions possibles en rupture. Alors, je vais essayer de regarder sur un certain nombre d'exemples ces différentes possibilités. Alors, si je reviens à mon camembert initial, là, j'ai mis des carrés autour du camembert, ça produit un peu de variété. Si je prends les bâtiments, je peux me dire, je peux essayer de décarboner le chauffage, faire des pompes à chaleur, avoir du thermique solaire, enfin, bon, etc. Je peux aussi faire ça avec des biocarburants, avec du bois. Si je regarde les matériaux de construction, ah oui, alors, attendez, toujours dans l'opération des bâtiments. Donc ça, le premier point que je fais, c'est comment je fais pour utiliser une énergie qui est moins carbonée. Je peux essayer d'utiliser moins d'énergie aussi. Donc ça, c'est tout ce qui va être lié à l'isolation plus efficace des bâtiments, au vitrage actif, etc. Si je regarde les matériaux de construction eux-mêmes, je peux me poser la question de décarboner les matériaux de construction. Comment est-ce que je peux faire du ciment qui émet moins de CO2 à la tonne? Comment est-ce que je peux faire du verre ou de l'acier qui émet moins de CO2 à la tonne? Je peux aussi me poser la question des matériaux biosourcés. Attention, il peut y avoir des gags. Si vous vous dites génial, je vais remplacer la laine de verre par de la laine naturelle, il faut juste se souvenir que dans la laine de chanvre ou la laine de bois, eh bien, vous avez à peu près 25% du poids de la laine de chanvre, de la laine de bois, qui est fait d'antifongiques, qui est fait de matériaux qui sont des antinuisibles, pour essayer d'éviter d'avoir des rats là-dedans, et puis des anti-feux. 25% avec des matériaux dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont tout sauf naturels. Vous voyez, vous avez le prototype de la fausse bonne idée, qui est de dire, je suis tranquille, je passe à la laine de bois à la place de la laine de verre, à part qu'il faut aussi que je me pose la question, si je regarde les réglementations, je me dis chic, j'ai stocké du CO2. Si je me dis, je fais quoi avec la laine de bois à la fin de sa vie, ben, le CO2, est-ce que je vais le mettre dans des dépotoirs? Est-ce que je vais le brûler? Donc, ces questions-là nécessitent d'être prises d'une manière rationnelle, analytique et chiffrée avant de se jeter dans la première bonne idée ou la première fausse bonne idée qui passe. Si je regarde l'industrie, ben, clairement, on peut se poser la question de la décarbonation des ressources, de la décarbonation des énergies. Et si je regarde le transport, je peux me dire, je peux essayer de décarboner le carburant, l'électricité, l'hydrogène, du biofuel, mais je peux aussi, tout aussi bien, me poser la question de qu'est-ce que je peux gagner en allégeant les structures, en augmentant l'efficacité des moteurs. Ça va pouvoir aussi, parfois, conduire à une augmentation de l'énergie pour fabriquer ces structures. Alors, je vais prendre quelques exemples dans le bâtiment. Et je vais essayer de vous montrer, je ne vais pas parler de tout, et je vais vous parler relativement peu de ce qui est de l'usage, et je vais essayer de me focaliser de ce qui est diminuer l'empreinte CO2 des bâtiments utilisés dans le bâtiment, des matériaux utilisés dans le bâtiment. Ce dont je parlerai un petit peu aussi dans chacun des exemples, c'est la question de la fin de vie des matériaux utilisés. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose dont on ne fera pas l'économie, c'est de se poser vraiment, et pas simplement comme un slogan, la question de la circularité de la matière dans l'utilisation des matériaux à fort tonnage. Alors, bon, économiser l'énergie dans la thermique du bâtiment, très rapidement, il faut faire ça. On a l'habitude dans nos pays de se dire comment j'économise l'énergie en faisant des revêtements, en faisant des doubles vitrages, en mettant des couches sur les vitrages de façon, par exemple, à éviter de perdre de la chaleur. Je pense qu'avec le réchauffement climatique, on se posera aussi la question d'éviter d'en prendre de la chaleur. Donc, il va y avoir à repenser la manière dont
dont on voit nos bâtiments, dont on voit non seulement leur chauffage, mais leur climatisation, et ça, de faire ça de manière assez intelligente. Alors maintenant, je vais plutôt maintenant vous parler de la réduction de l'empreinte CO2 des produits du bâtiment. Je vais vous parler de ce qu'on peut voir chez Saint-Gobain. Alors, quand une entreprise se pose la question de savoir quelle est son empreinte CO2, alors là, Doxa, maintenant, c'est de dire j'ai un scope 1, un scope 2, un scope 3, ça arrange tout le monde. Dans le scope 1, alors pour vous prenez une entreprise comme Saint-Gobain, c'est-à-dire le scope 1, ce qui va correspondre à l'utilisation d'énergie fossile pour nos procédés, et des matériaux de base qui sont utilisés, on a à peu près 8 millions de tonnes par an. Si je regarde les émissions indirectes, c'est-à-dire quand j'utilise de l'électricité qui elle-même peut être d'origine plus ou moins carbonée, donc ça veut dire que ça ne va pas être la même question en Pologne et en France, par exemple, eh bien là je me trouve avec grosso modo à peu près 3 millions de tonnes. Et si je regarde le scope 3, là vous apercevez que vous êtes un facteur 10 autour des deux autres. Donc le scope 3, c'est tout ce qui est le transport de la matière, soit le transport de la matière vers nos usines, soit le transport des produits vers les clients. Alors, vous voyez que là, il y a des tas de choses qui vont être des économies à faire, mais qui sont plus d'ordre logistique que de l'ordre proprement technique. Ils vont être de se dire où est-ce que je mets mes sites de production par rapport aux lieux de consommation, aux lieux de ressources de matière. Je vais me poser la question des emballages, en fait, toutes ces choses. Alors, si je regarde dans les différentes activités de Saint-Gobain, les activités qui ont une signature carbone qui est importante, eh bien vous avez la canalisation, parce que c'est des fontes, donc ça c'est l'acier. Vous avez le verre, parce que un procédé verrier, c'est quelque chose qui va consommer beaucoup d'énergie, on va voir pourquoi. Et puis vous avez tout ce qui considère le plâtre. Et je vais regarder ces différentes sources-là. Je ne vais pas vous parler de pétrole, je ne vais pas vous parler de béton, je vais vous parler de plâtre. Alors, allons-y, on va commencer. Les trois exemples, c'est-à-dire l'acier, le plâtre et le verre, ils ont tous les trois en commun de mettre en place des procédés qui sont à haute température, 1000 degrés ou plus. On va avoir des procédés de calcination, des procédés de fusion. Donc ça va nécessiter d'être très fortement énergivore, et très souvent, pour des questions de coût, c'est des procédés qui utilisent essentiellement le gaz pour pouvoir chauffer. Alors, deux questions, peut-on chauffer plus efficacement? Peut-on économiser l'énergie? Peut-on décarboner la source d'énergie? Ce sont aussi des procédés qui utilisent des matériaux carbonés. C'est-à-dire que ça soit pour l'acier, pour le plâtre ou pour le verre, eh bien vous avez des carbonates dans ces machins-là où vous avez du charbon et grosso modo vous périssez par où vous avez pêché. Si vous mettez un carbonate dans un matériau, il y a toutes les chances que vous trouviez du CO2 en sortant. Alors si je regarde l'acier, alors il y a tout un tas de réactions diverses et variées, mais en substance, la manière de fabriquer un acier, les historiens, dans quelques siècles, quand ils auront oublié qu'on existe, ils se demanderont pourquoi, diable, on met du carbone pour enlever du carbone pour en remettre à la fin. Bon, vous allez voir pour le plâtre, c'est pareil. On met de l'eau, on enlève, on en remet. Enfin, bon, c'est tout un poème. Mais grosso modo, essentiellement, ce que vous faites quand vous faites un acier, vous partez d'un oxyde, comme très souvent dans les métaux sont rarement à l'état natif dans la nature, ils sont sous forme d'oxyde. Vous partez d'un oxyde, vous réduisez l'oxyde pour faire du fer. En substance, vous pouvez avoir une première alternative qui est de dire j'ai déjà fait plein d'acier, je peux récupérer l'acier et fondre des ferrailles. Ça veut dire grosso modo, je zappe l'étape de chimie, j'utilise uniquement l'énergie. Alors, il faut que vous sachiez que la France est un pays extraordinaire où l'énergie est essentiellement décarbonée, où on exporte des ferrailles et on importe de l'acier. Cherchez l'erreur. Maintenant, si vous regardez une autre alternative, c'est d'utiliser un autre réducteur halogène. Et ça, c'est l'idée de fabriquer de l'acier avec de l'hydrogène. C'est-à-dire vous utilisez un hydrogène à condition qu'il soit décarboné, sinon c'est pas futé, et puis vous utilisez cet hydrogène à haute température pour réduire votre oxyde de fer. Mais maintenant, une fois que vous avez réduit votre oxyde de fer, vous avez une espèce d'éponge de fer, donc il faut le refondre pour pouvoir obtenir votre acier en mettant la moitié de la d'alliage dedans pour obtenir la bonne composition. Vous pouvez aussi vous poser la question, après tout, le meilleur réducteur qu'on connaisse, c'est quand même les électrons, c'est efficace, ça. Donc, je pourrais parfaitement imaginer de réduire un oxyde de fer par électrolyse, comme je réduis de l'alumine par électrolyse. Alors, les trois choses que vous avez là, la refusion de ferraille recyclée, ça existe. Utiliser un autre réducteur halogène en utilisant de l'hydrogène, ça, c'est des choses qui sont à un degré de maturité industrielle, mais ça suppose d'avoir de l'électricité, parce que c'est la meilleure, de l'électricité décarbonée, parce que c'est la meilleure manière
de fondre une éponge de fer et d'avoir de l'hydrogène décarboné, parce que c'est la meilleure manière de réduire cet oxyde de fer. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer en Suède en ce moment. L'électrolyse par une électricité stable et décarbonée, c'est quelque chose qui est envisageable, qui est complètement hors de prix, et qui semble pas être quelque chose qu'on va développer tout de suite. Donc là, on est clairement dans des solutions en rupture éventuellement à plus long terme. Regardons le plâtre. Alors, quand vous prenez du plâtre, vous prenez un sulfate de calcium hydraté, son champignon, c'est le gypse, puis vous le broyez, vous le calcinez. Une fois que vous avez votre truc comme ça, vous remettez de l'eau pour pouvoir en faire une suspension qu'on va pouvoir mettre entre deux bords de carton, deux morceaux de carton qui vont sortir la plaque de plaque-au-plâtre. Là, le plus simple, c'est pour éviter du CO2, c'est d'éviter d'avoir à chauffer trop. Donc, vous pouvez vous dire comment est-ce que je peux économiser l'énergie, mais l'eau aussi, dans le procédé. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'en fait, quand on se pose la question d'une plaque de plaque-au-plâtre, c'est un produit, ça n'est plus un matériau. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que cette plaque de plaque-au-plâtre, avec toutes les attaches qu'il va y avoir pour pouvoir la mettre en usage dans le bâtiment, quelle est la contribution des attaches? Vous apercevez que dans la production habituelle du plaque-au-plâtre et des attaches, c'est-à-dire du produit qu'on vend, il y a à peu près 25% de la trace de la signature CO2 qui vient de la ferraille avec laquelle on l'attache. Donc, ça vaut le coup de se poser aussi la question, pas simplement du plâtre, mais de tout ce qui fait qu'on va l'utiliser. Alors maintenant, je vais vous terminer en vous parlant du verre. Alors, le verre, faut dire qu'on dit verre, on a l'impression qu'on a tout dit. Enfin, déjà, le verre plat, le verre des bouteilles et le verre des laines de verre, c'est pas le même verre, c'est pas le même procédé, et on va pas avoir les mêmes limitations. Alors, si vous regardez un float, c'est-à-dire la manière de faire du verre plat pour faire des fenêtres, eh bien, le float, vous avez l'essentiel des émissions de CO2 pour fabriquer du verre, eh bien, ça se passe dans les premières étapes, c'est-à-dire la fusion de la matière, son homogénéisation et son affinage, c'est-à-dire le fait que, comme on va partir de carbonate, eh ben, on va se retrouver à faire des bulles et qu'on périt par là où on a pêché. Il va falloir chauffer encore plus longtemps, parce que le verre c'est visqueux, pour que les bulles de CO2 qu'on a créées ressortent. Alors, si je me dis maintenant, donc tout ça, ça se passe à des températures assez monstrueuses. Alors, si je me dis comment je peux gagner, ben, première chose, c'est est-ce que je peux remplacer les carbonates? Deuxième question, c'est est-ce que je peux chauffer de manière décarbonée? Et troisième question, est-ce que je peux réutiliser du verre recyclé pour continuer à nourrir mon float? Alors, ça a l'air tout simple comme ça, mais vous allez voir que la difficulté est dans les détails. Alors, remplacer les carbonates, ça, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Alors, les géologues ont toujours des noms à coucher dehors pour les machins qu'ils mettent dans les cailloux qu'ils mettent dans le verre. Mais grosso modo, il y a un certain nombre d'études qui sont faites. La question, c'est d'abord une question de coût, c'est une question de disponibilité, c'est une question d'accessibilité de la ressource. Deuxième question, est-ce que je peux déjà optimiser la chaleur? Alors ça, on fait ça depuis des années. C'est-à-dire, on reprend la chaleur perdue et puis on la rechauffe, on va préchauffer les matières qu'on va avoir à fondre, c'est toujours ça de gagner. Faut vous dire aussi que si vous prenez un haut fourneau, on a diminué considérablement les émissions de CO2 d'un haut fourneau simplement en rendant plus efficace le procédé classique. Alors maintenant, si je me pose la question de est-ce que je peux chauffer de manière décarbonée? Alors, je peux me dire, je peux faire ça en faisant du biogaz. Les questions qui vont se poser, c'est les questions du coût, les questions de la disponibilité. Par contre, mettre du biogaz dans un brûleur à gaz, ça ne va pas me révolutionner la technologie. Donc, je peux me dire, c'est une solution qui serait intéressante à condition d'avoir la disponibilité en biogaz. Je peux me dire, je veux faire de l'hydrogène. Alors, deux questions. La disponibilité et le coût, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire de l'hydrogène, et pour l'instant, on est en train de vous parler du coût de l'hydrogène, comme s'il n'y avait pas de marché de l'hydrogène. Le jour où on va voir plein de gens qui ont besoin de l'hydrogène, c'est pas du tout évident que le prix de l'hydrogène continuera à descendre, comme on dit qu'il est en train de descendre. Mais au-delà des disponibilités du coût, il y a des questions techniques. Quand vous brûlez de l'hydrogène avec de l'oxygène, ben, ça fait de l'eau. Et quand vous faites de la vapeur d'eau à 1000 degrés en conjonction avec des céramiques qui sont sur le bord du four, et ben, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis. Donc ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais ça veut dire que ces détails-là, qui ne passeront jamais dans une tête de ministère, ces détails-là, c'est ce qui vont pouvoir faire que quelque chose peut passer du rêve à la réalité ou du rêve au cauchemar. La thermique de la flamme est aussi un truc qui n'est pas du tout trivial quand on passe à une flamme à hydrogène. Et vous pouvez vous dire, bon, il n'y a qu'à électrifier. Alors, il n'y a qu'à électrifier. Ben, si vous dites, je remplace les brûleurs à gaz par des électrodes pour chauffer au verre, ben, c'est juste pas facile du tout. Parce que vous les mettez par-dessus, et là, vous vous retrouvez avec un four et une portance monstrueuse, et pour tenir tout ça,
c'est une horreur, ou bien vous le mettez par-dessous, ça veut dire que vous mettez des trous dans la sole du four, vous allez faire passer des intensités électriques monstrueuses, qui fait que ça va passer dans les... ça risque de vous faire des courts-circuits entre les électrodes dans la céramique. Donc vous voyez que c'est pas forcément des choses qui sont insolubles, mais c'est des choses qui nécessitent beaucoup de recherche et d'astuces pour essayer d'en faire quelque chose qui peut avoir des chances de marcher. Alors, si vous regardez ce diagramme de McKinsey sur les maturités des solutions hydrogène, bah, vous pouvez vous dire que c'est pas forcément idiot, si on a résolu tous ces détails techniques, détails avec tous les guillemets qu'il faut, de se dire il y aurait peut-être une possibilité. Alors, maintenant, l'hydrogène vert à quel coût? L'hydrogène bleu, c'est-à-dire celui qu'on fait par réformage du méthane et par stockage du CO2, bon, ouais, la question que je me pose, c'est que si je fais stocker le CO2 du réformage de l'hydrogène, ça vaut vraiment la peine de m'emmerder à aller chercher de l'hydrogène, parce que je ne peux pas essayer de stocker le CO2 qui sort directement du four. J'ai presque fini. La compétition d'usage entre l'acier, le verre et le ciment. La production locale, est-ce qu'on va faire une production par électrolyseur local ou est-ce qu'on va se mettre à la remorque d'une distribution d'hydrogène à partir d'une production centralisée ailleurs? C'est une question qui n'est pas du tout triviale. Parce que celle-là, elle met en premier lieu la question de la compétition d'usage. Si vous mettez tout un tas d'acieries ou de flotte sur un pipeline d'hydrogène, ça ne va pas se faire tout seul, et notamment en ce qui concerne les coûts d'investissement. Alors, on pourrait se dire, et si on stockait le CO2? Je crois qu'on aurait un exposé là-dessus. Bah, en gros, on peut toujours le capturer, mais après, où est-ce que je le mets? Et il faut avoir un endroit où le mettre, et encore une fois, on ne sera pas les seuls. Donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'imaginer une restructuration totale de notre paysage industriel, qui est quelque chose qui va sûrement pas se faire facilement, parce que simplement, c'est des grosses machines. Alors, peut-on utiliser du verre recyclé? Là, je voulais simplement vous le dire, ça a l'air d'être tout bête, ça. On dit, il n'y a qu'à faire du verre recyclé. À part que recycler des bouteilles, vous savez qu'on peut en faire des bouteilles. Les bouteilles que vous recyclez, vous n'en faites pas du verre plat. Parce qu'il suffit qu'il y ait un peu trop de fer et le truc ne devient pas transparent, enfin, change de couleur. Il faut qu'il y ait un pouillème d'une vitrocéramique qui rentre dans un four et le truc qui prend en masse et cristallise. Donc là, vous n'êtes vraiment pas content. Donc ça veut dire qu'il y a la question du calcin, c'est-à-dire la récupération du verre. Eh bien, on peut se la poser facilement dans les usines. Je récupère le verre cassé dans l'usine. Enfin, un bon industriel, il a envie de casser moins de verre. Je peux me dire, je récupère le verre cassé quand je fais du double vitrage. Alors là, se pose la question de savoir est-ce que je ne vais pas le mélanger avec des tas d'autres cochonneries. Et puis, la récupération du verre post-usage. Alors, il y a toute une sociologie qui va se poser là-dessus, qui va conduire à repenser la conception de l'objet de façon à ce qu'on puisse le démanteler en fin de vie. Donc, ça encore, c'est des choses qui ne sont pas triviales. Alors, mes conclusions. Ça y est, j'y arrive. Alors, le bâtiment, c'est clairement un contributeur majeur. L'urgence de prendre des décisions trop longtemps repoussées impose de s'imposer sur des technologies existantes tout en explorant des solutions en rupture. Et il ne faut pas confondre les deux. Il faut maîtriser en tout premier lieu, évidemment, la thermique du bâtiment. Le diable est dans les détails dans toutes les solutions techniques qu'on est en train d'envisager. Les coûts de production des alternatives sont qu'indicatifs dans un marché qui est compétitif. Et la durée des outils de l'industrie lourde nécessite une procédure de no regret pour les investissements lourds. On ne peut pas, on ne négocie pas avec les difficultés techniques. Les ignorer n'est pas une option, les sous-estimer est une faute. Et le volontarisme et l'inventurisme ne sont pas synonymes. Et je vais juste terminer, après vous avoir cité Alain, par un petit dessin. Si on fait la devise Shadow qui est qu'on ne sait pas où on va, il faut y aller le plus vite possible, on risque de rencontrer, les faits sont complètement démentis par mon opinion. Donc, ça, je l'ai vu surabondamment en mes relations avec la puissance publique. La différence, c'est que quand on est dans un monde industriel, si on fait la première erreur, la deuxième erreur, ça s'appelle faillite. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci M. Brachet de cet exposé passionnant, très concret, qui montre que c'est la vraie vie, la vraie vie d'un industriel avec beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas a priori, mais tout est facile. Je crois que ça s'enchaîne bien, c'est ce que j'ai essayé de dire précédemment. Alors on a le temps pour quelques questions, mais courtes. Hein, courtes. Alors, on fait systématiquement l'analyse du cycle de vie pour les produits. Ah ben, on les indique jamais parce qu'on les vend pas. Mais maintenant, c'est ce qu'on fait systématiquement. C'est-à-dire qu'on fait une analyse de cycle de vie, y compris une analyse de fin de vie, dont on n'a pas la maîtrise. C'est une chose qui rend les choses difficiles. Mais maintenant, on le fait systématiquement pour savoir sur quoi on peut jouer pour diminuer notre empreinte. Donc, maintenant,
on a mis en place toute une formation des ingénieurs dans les centres de recherche pour que pour tous leurs produits, ils fassent cette analyse-là de manière systématique, d'abord de manière assez grossière pour avoir les gros volumes, et puis après de manière plus précise. Alors, c'est la deuxième question. J'en ai une aussi. Alors, elle est un peu compliquée ma question, mais on a vu récemment que le marché de l'électricité pouvait être hyper fluctuant, avec des tarifs qui peuvent être assez délirants. Si on imagine qu'on a un réseau d'hydrogène qui est parti de façon sur un marché, etc., et que tout le monde se met à faire de l'hydrogène, on risque d'avoir d'énormes tensions sur le problème de l'hydrogène, associées aux énormes tensions sur le problème du marché électrique. Donc, un industriel comme Saint-Gobain, qui est une grosse énergie d'or, est-ce qu'il n'a pas intérêt à être une propre producteur d'hydrogène et d'électricité? Oui, mais il faut d'abord qu'il ait une électricité qui soit stable, hein, parce que pour fabriquer de l'hydrogène avec une électricité fluctuante, je ne sais pas trop bien faire. Donc ça veut dire que ça passe par le fait soit d'avoir des sources d'électricité stable, je veux dire si on fait la fabrication de l'acier à hydrogène, réduction directe de l'hydrogène se fait en Suède, c'est par hasard, c'est qu'en gros ils ont plein d'électricité stable avec leur hydraulique. Et je veux dire, on pourrait parfaitement faire ça en France avec nos centrales nucléaires. Bon, maintenant, le tout, c'est de le détabouicher. Maintenant, le fait que les prix de l'électricité délirent complètement, excusez-moi, mais on a tout fait pour. Hein. Je veux dire, on s'est vraiment mis en situation. La seule surprise, c'est que ça soit pas arrivé plus tôt. Alors maintenant, est-ce que Saint-Gobain a fabriqué son propre hydrogène? Je pense que Saint-Gobain n'a pas à fabriquer sa propre électricité. Par contre, fabriquer son propre hydrogène, ben, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui coûte le moins cher? Est-ce que c'est de mettre un électrolyseur sur site ou est-ce que c'est de bénéficier de la fabrication de l'hydrogène ailleurs et qui nous est amené par des camions, par des pipelines, etc. Mais là, ça devient des arguments qui deviennent vraiment des arguments de nature économique. Mais ceci dit, pour ce qui est de la volatilité du marché de l'hydrogène, je pense qu'on va encore avoir des trucs rigolos à voir dans les années qui viennent. C'est un sujet très complexe. Je tiens que dans le cadre des énergies, on fait une étude assez approfondie sur l'économie de l'hydrogène dans les poids lourds. Les problèmes de savoir s'il faut avoir des stations le long des autoroutes avec des moyens de production locaux, ou centraliser la production d'hydrogène, c'est vraiment très très complexe. Le point clé, c'est quand même au départ le prix de l'électricité. D'origine électrique. Moi, j'avais une question sur la dernière, c'est que vous savez que la nouvelle réglementation thermique des bâtiments, l'Aéro 2020, réglemente maintenant le contenu carbone du bâtiment, autrement dit, hein, avec des objectifs qui sont très ambitieux. Est-ce que vous arriverez à les dire? Ah bah, je dirais alto gag. C'est-à-dire, faut alto gag. Je veux dire, quand vous allez arriver à fabriquer du béton, vous allez remplacer des cailloux par du bois, parce que ça vous permet de dire que vous avez immobilisé du CO2, et que n'importe quel mécanicien sait que le bois, c'est quand même plus mou que le caillou, et qu'en conséquence de quoi, si j'enlève du caillou et que je mets du bois, il faut que je mette plus de ciment, je veux dire, là, on marche sur la tête. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu bien à votre... Donc, je vois que vous avez quelques difficultés à être entendu dans les pouvoirs publics. J'ai un peu l'habitude. Merci. Donc, merci, Monsieur Bréchet. Je suis obligé de